Salut à tous, bienvenue à ce balado de tennis à la volée. Aujourd'hui à l'émission, programme chargé, bien entendu, on fait un retour complet sur les deux Coupe Rogers, en fait, là, celles qui ont été disputées à Montréal et Toronto. On a un entretien avec l'entraîneur de Bianca Andreescu, Sylvain Bruneau, qui va vous être présenté. Toujours très généreux, Sylvain Bruneau, pour ce qui en est de ses commentaires, ses retours. De ses commentaires, voilà. Surtout qu'il y a un moment historique dont il faut parler, effectivement, j'y arrive. Ce titre à la Coupe Rogers gagné par Andreescu, la première en 50 ans à remporter dans le volet féminin. Depuis 1969 qu'il n'y avait pas eu de Canadienne à remporter le tournoi. Dans ce temps-là, c'était, je crois, l'Omnium canadien ou c'est devenu l'Omnium du Maurier. Ça a changé plusieurs fois de nom. Et puis finalement, on va discuter plus tard dans l'épisode avec Stéphanie Miles, une de nos collaboratrices habituelles qui va venir nous parler surtout du tableau féminin, mais de l'ensemble des deux tournois. Max, avant de passer à tout ça, on pourrait faire donner nos premières impressions sur ce titre remporté par Bianca Andreescu, son deuxième sur le circuit WTA. Juste quand on pense qu'on a fini avec les surprises avec elle, elle revient à 19 ans seulement là, avec un autre titre pour elle. Tu l'as mentionné aussi, ça faisait 50 ans qu'une Canadienne ne l'avait pas emporté au pays. Honnêtement, je pensais que la disette allait se poursuivre. En fait, on regardait, tous les indices laissaient prévoir que ça allait être un tournoi difficile pour Andreescu, il faut le dire. Elle revenait tout simplement de son tournoi. Elle n'avait pas joué depuis Roland-Garros, en fait. On ne savait pas trop comment l'épaule allait tenir. On regardait le tableau maintenant qui s'est présenté à elle. En plus, son parcours était des plus compliqués. 3 joueuses du top 10 durant cette semaine à Toronto. Elle s'en est sortie de manière admirable, tout simplement. C'est certain que la finale, petite fin en queue de poisson, c'est pas celle qu'elle désirait certainement. C'est pas celle que son clan désirait, que les partisans désiraient. Mais au final, tout de même, ça enlève absolument rien à ce qu'elle a accompli, qu'elle a terminé avec le trophée de champion entre les mains le dimanche dernier. Oui, c'est vrai. Il faut le dire, on n'a pas eu les finales dont on aurait voulu se délecter des deux côtés. Autant, évidemment, à cause du triste abandon de Serena Williams. Heureusement pour elle, ça a l'air de ne pas être quelque chose de significatif. Là. Elle planifie jouer à Cincinnati dans les prochaines heures. Donc, au moins, c'était quelque chose. C'était une douleur vive, mais qui était assez temporaire pour Serena Williams. Mais quand même, c'est pas de la manière qu'on souhaite remporter un tournoi, même si c'est un bel accomplissement pour Andreescu. Tu l'as dit, on est plusieurs à être tombés dans le piège à penser que ce titre-là était pas possible, pas du fait qu'on doutait de son talent, absolument non, pas, parce que c'est déjà une grande joueuse, déjà à son jeune âge. Mais c'était effectivement les circonstances qui étaient particulières. Là. Aucun match un match à son palmarès en 4 mois et demi. Elle avait certains doutes sur le fait qu'elle allait jouer ou non cette Coupe Rogers à Toronto. Elle a mis les bouchées doubles justement en sachant qu'elle avait la possibilité de jouer devant ses fans à un endroit à 10 minutes de là où elle a grandi. Donc, c'est certain que cette blessure à l'épaule droite-là, il restait des questionnements pour tout le monde. Est-ce que ça allait l'empêcher de jouer de longs matchs? Bien, évidemment, non, ça ne l'a pas empêché de jouer de longs matchs. Elle a enchaîné les matchs de 3-7 qui sont devenus un peu sa marque de commerce pour finalement l'emporter. Exactement. En fait, c'était presque le pire scénario pour elle pour entamer le tournoi. Déjà, elle perd son premier set contre Eugénie Bouchard, une autre compatriote. Ensuite, elle parvient à l'emporter. Donc déjà là, on se dit, c'est beau, c'est celle des deux Canadiennes qu'on visait qui va être en mesure de passer au tour suivant. Mais là, elle a enchaîné avec 3 autres matchs qui se sont terminés en 3-7. Là, on se demandait, c'est tout simplement est-ce que le corps va être en mesure de tenir. Je pense qu'au fur et à mesure que le tournoi avance, on a encore une preuve de la volonté de Bianca Andreescu, sa force de caractère de revenir dans les matchs par moment, d'être en mesure de s'imposer également, de varier son style de jeu. Elle embête véritablement toutes les joueuses en ce moment sur le circuit. C'est quand même hallucinant lorsque tu regardes sa fiche contre les top 10 mondiales. 7 victoires, aucune défaite. Donc, ça veut dire que les joueurs n'ont pas encore de solution pour elle. C'est certain que c'est les premiers affrontements. Il y a seulement Angélique Kerber qu'elle a affronté 2 fois dans le top 10. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un ajustement tant chez Andreescu, mais également chez ses adversaires éventuellement. Mais elle vogue en ce moment sur une série de succès tout simplement incroyable de son côté. Puis, on est tout simplement heureux que le corps ait tenu. Et le clan aussi a pris. On se souvient en début d'année, il avait remporté Indian Wells. Là, on se souvient, le classement n'était pas tout à fait le même. On espérait avoir la tête de série pour Roland-Garros. Donc, et on se lance tout de suite du côté de Miami. Elle avait fait la route de nuit justement avec son entraîneur, son clan. T'es forcé éventuellement d'abandonner à Miami, tout de même en atteignant le 4e tour. Là, cette fois-ci, championne à Montréal, atteint le top 15 mondial. On se pose pas de questions. On ne va pas à Cincinnati.
on se repose, puis on se prépare pour l'US Open. Moi, je pense que c'est judicieux. Malgré le fait qu'elle a remporté ce tournoi-là, il faut continuer d'être prudent avec la manière que va être géré le calendrier. C'est pas parce qu'elle a disputé une semaine absolument fantastique que nécessairement ça doit se continuer de semaine en semaine. Il faut y aller graduellement. Donc, je pense que c'est probablement quelque chose que Sylvain Bruno t'a raconté dans l'entrevue qu'on va aller écouter justement. Il t'a généreusement accordé un entretien ce matin, il y a quelques heures seulement. Tout à fait. Merci Sylvain de prendre quelques minutes avec nous ce matin. 2 jours en fait après la conquête de Bianca Andreescu à la Coupe Rogers. Quel sentiment ça fait d'être l'entraîneur maintenant d'une championne à la Coupe Rogers? Ben écoute, c'est sûr que ça fait grandement plaisir parce que je suis Canadien, je suis Québécois, je regarde la Coupe Rogers depuis que je suis tout petit. Et puis d'accompagner une joueuse comme ça, puis accéder au titre, remporter le tournoi chez elle à Toronto avec toutes les émotions, la satisfaction qu'elle a vécue, ben c'est sûr qu'il y a une partie que je partage avec elle, c'est certain. Tu l'as mentionné un peu. Elle a été championne à Indian Wells, mais là c'est à Toronto, devant ses partisans, chez elle. Ça devait être quelque chose d'un peu plus spécial pour elle. Oui, parce que c'est chez elle. Elle a travaillé énormément son tennis sur ces mêmes terrains au Centre national à Toronto. Et puis, donc, il y a plein de souvenirs pour elle de le faire devant ses parents. Indian Wells, ses parents n'étaient pas là, ses amis, une foule qui est acquise pour elle au Canada. Donc, elle m'a dit, très, très spécial. Et évidemment, on est un petit peu déçus de la finale, comment ça s'est terminé, mais une semaine de rêve quand même, malgré tout. Justement, avec le retrait de Serena en finale, comment elle a vécu la situation un peu? En avez-vous parlé par la suite? Oui, on en a parlé et puis on en avait parlé beaucoup avant parce que honnêtement, c'est une finale de rêve d'avoir une Canadienne en plus de Toronto qui était pour affronter Serena en finale. Je pense que c'était un scénario parfait. Et puis pour Bianca, c'était aussi un scénario parfait. C'est vraiment ce qu'elle souhaitait. Roland Garros, elle avait tous désisté après sa victoire au premier tour, mais il y avait une possible confrontation au troisième tour contre Serena. Et puis, elle voulait pas se retirer du tournoi parce qu'elle disait, je veux vraiment jouer Serena au troisième tour. Il fallait évidemment gagner son deuxième tour avant. Donc, elle était super contente. Le premier tournoi qu'elle revient d'avoir une possibilité de jouer Serena, mais les émotions, honnêtement, partagées parce qu'elle était tellement contente de l'affronter et tout, mais c'est pas comme ça qu'elle souhaitait, ni moi, que ça se termine. Donc, oui, elle est championne du titre. Elle a remporté tous ses matchs jusqu'à la finale de belle façon. Mais ça aurait été encore un peu plus, je dirais peut-être apprécié si ça avait été une victoire là, qui avait été faite sur le terrain après une belle bagarre puis remporter le titre. Ce qu'on croyait vraiment qu'elle pouvait faire de toute façon. Qu'elle semble lancer de toute façon pour faire dans ce match. Avec tout ça, quand même, il s'agissait pour elle d'un retour au jeu depuis Roland Garros, en fait. Si on revenir un peu avant le tournoi, c'était quoi vos attentes lorsque vous arriviez à Toronto? Nulle, aucune. En fait, jusqu'à très peu de temps avant le tournoi, on était incertain à sa participation. C'est sûr qu'elle, d'un côté très émotif, elle voulait absolument jouer. Puis, elle me le disait bien clairement. Mais malgré tout, on a fait 2 semaines de préparation à Montréal. Et puis, honnêtement, il fallait y aller très progressivement, très tranquillement pour pas aller trop vite. S'assurer que l'épaule était pour prendre les charges d'entraînement, l'intensité d'entraînement. Donc, on y allait super tranquille. Je me rappelle, peut-être 10 jours avant le tournoi, j'avais dit à Louis Borska, je dis, mais elle sera jamais prête, on y arrivera pas. Mm-hmm. Mais elle me disait, je veux ouais, mais si, pour mon épaule, ça va, je veux jouer pareil. Mais je dois admettre que lorsqu'on était arrivé à Toronto la semaine avant, il y a eu comme un petit déclic tout de suite, une semaine avant le tournoi, puis j'ai vu aussi que quand elle a commencé à jouer des sets d'entraînement vers la fin de la semaine, 3 ou 4 jours avant le début du tournoi avec les joueuses, que je me suis dit, peut-être que finalement, ça sera pas si pire que ça. Mais c'est vraiment au-delà de mes attentes. Puis là, on regarde ces 4 premiers matchs vont en 3-7. Certainement pas le scénario envisagé pour elle qui revient au jeu. Mais est-ce qu'elle peut encore te surprendre? On regarde sa façon de se battre puis revenir dans ses matchs puis de renverser la vapeur. Est-ce qu'elle peut encore te surprendre, Bianca? Après cette semaine, je ne sais pas. Elle m'avait énormément surpris. Et même avant, dans d'autres situations, en fait, comme des trucs, même. Mais Angel Ross m'avait évidemment très, très surpris. Et puis là, de me refaire le coup comme ça ici à Coupe Rogers, je suis pas certain qu'elle peut surprendre encore. Tu l'as mentionné, vous n'aviez pas vraiment d'attente en arrivant à Toronto. Est-ce qu'à un moment dans son tournoi, est-ce que tu as regardé, tu t'es dit, ça y est, on peut vraiment se rendre jusqu'au bout?
Écoute, on y est allé vraiment un match à la fois. C'était dur de dire ça parce que elle a peiné physiquement au début du tournoi. Et puis, alors que je pensais peut-être que c'était pour devenir de plus en plus difficile, plus le tournoi était pour avancer. Je dirais qu'à partir des quarts de finale, ça s'est stabilisé. Dans le match de demi-finale, ça allait. Et parce que c'était un horaire très serré à Indian Wells, il faut comprendre, elle avait des journées de congé, puis elle avait gagné des matchs aussi à l'occasion de façon expéditive. Donc, c'était quand même plus facile. Puis c'est pas un tournoi qui joue sur une semaine, donc il y a des journées de repos entre les matchs parfois. Je te dirais peut-être juste après qu'elle a vaincu Pliskova et puis que là, elle était pour affronter Kenin le lendemain, que je me suis dit, elle va-tu se rendre en finale, puis qu'est-ce qui va arriver? Mais jusqu'à là, c'était un match à la fois, puis je sais que de son côté, c'était la même chose. Là, on regarde, elle a vaincu encore des joueurs du top 10, 3 en fait, durant cette semaine à Toronto. Comment t'expliques qu'elle connaît autant de succès justement contre ces joueurs aussi bien classés? Ben, écoute, super motivée. Elle a peur de rien, de toute façon, ça c'est sûr. Elle respecte tout le monde, mais pas intimidée. Alors ça, c'est une grosse avantage qu'elle a pour elle. Mais et puis quand elle arrive dans ces matchs-là, ben elle est libérée. Elle est super motivée. Elle croit en ses chances. Elle est ultra contente de pouvoir jouer. Souvent, c'est des premières fois pour elle. Hein, lorsqu'elle affronte une joueuse, c'est première fois Pliskova, première fois Bertens, première fois Svitol, Kerber 2 fois, mais c'est toujours des premières, et Serena évidemment. Donc, toujours extrêmement dans le coup. Puis elle a le niveau de tennis aussi. C'est comme, c'est bien d'être motivé, c'est bien d'arriver bien préparé, de croire, peu importe, mais après, il faut avoir le niveau de tennis. Puis elle a le niveau de tennis, honnêtement, pour rivaliser avec les toutes meilleures. Là, on regarde la décision, j'imagine, allait de soi de se retirer pour Cincinnati après sa victoire. Comment va-t-elle sur le plan physique? Ça va, honnêtement, je suis surpris parce qu'en début de semaine, ça allait pas. Je te dirais qu'avant le match contre Bertens, c'était très compliqué à l'échauffement. C'était vraiment ardu. Et puis, elle a réussi à passer à travers ce match-là. Le match suivant aussi, c'était pas facile. Puis après, elle est bien entourée. Elle a maintenant une physio avec elle sur place, puis qui prend bien soin d'elle. Puis elle est très professionnelle, Bianca, avec la régénération, tout ça, fait tout à la lettre. Mais Cincinnati, c'était une décision facile de pas répéter un peu ce qu'on a fait en début d'année où elle a joué beaucoup de tournois, beaucoup de matchs. Puis on comprend qu'elle a eu des petits pépins physiques par la suite. Donc, c'est sûr que on est allé avec l'impasse. Ça prend 3 jours de repos. Ça va quand même sur le plan physique. Elle va revenir à Montréal jeudi pour s'entraîner et commencer sa préparation pour le US Open. Là, on regarde avec sa récente victoire, puis là, on commence à évidemment encore plus parler d'elle. Est-ce que vous avez des attentes précises pour le US Open ou encore une fois, tu vas y aller selon comment va Bianca et son tournoi par la suite? Ben, c'est clair que là, avec faut pas tourner autour du pot, faut pas se faire de cachette. C'est sûr qu'avec sa victoire à Indian Wells, à la Coupe Rogers, là, avec Miami, où elle s'est retirée au 4e tour, c'est les plus grands tournois sur le dur. C'est compréhensible qu'elle va être un peu, je te dirais, considérée parmi les joueuses à surveiller à New York. Donc, son statut change. Quand elle a remporté Indian Wells, c'était pas le cas. Et à la Coupe Rogers non plus, je pense pas qu'elle était considérée par personne, y compris moi, pour être une des filles qui pouvait vraiment gagner le titre en connaissant sa préparation puis ce qui s'est passé lors des 4 derniers mois. Là, c'est sûr qu'à New York, ça va être différent. Son statut change. Donc, elle va avoir encore plus de visibilité, de trucs autour d'elle. On va vraiment surveiller tout ce qui se passe. Mais je pense qu'elle a vraiment le tempérament d'une grande joueuse. Puis je pense qu'elle va s'adapter à sa nouvelle situation. On va éviter de mettre trop de pression, même si nos objectifs, évidemment, vont être élevés. Je pense qu'il faut pas s'affoler, il faut rester les 2 pieds sur terre. Mais oui, elle a le tennis pour arriver là-bas puis faire un grand coup. Mais c'est 7 matchs. Puis à partir du premier tour, c'est compliqué. Donc, faut faire attention. D'accord. On a déjà hâte à ce dernier grand chelem de la saison pour voir justement ce qu'elle pourra faire. Merci beaucoup, Sylvain, de ton temps. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. On remercie vraiment Sylvain pour ses propos. Encore une fois, il est toujours éclairant, je dirais. Il n'a pas peur non plus d'aller de répondre à certaines questions, de ne pas sortir non plus la fameuse cassette. Par exemple, tout simplement de nous dire à quel point Andreescu était mal en point avant le tournoi, que ça a été vraiment un questionnement jusqu'à la dernière minute, si elle allait être en mesure de jouer ou pas. Puis comme il l'a mentionné, c'est vraiment dans la dernière semaine, lorsqu'elle s'est présentée, on dirait chez elle à Toronto, qu'il y a eu ce petit déclic, ces matchs d'entraînement, si on veut, que
son coach s'est senti confiant de la faire jouer de 1. Et elle aussi, c'était évident qu'elle voulait jouer, je veux dire, devant ses partisans. Mais on voyait déjà que du côté de Sylvain, on avait eu les hésitations. Mais au final, le résultat aurait été le bon et on espère que ça va tout simplement se poursuivre pour elle. Puis on parle aussi, propos éclairants par rapport à leurs attentes pour l'US Open, parce que là, elle ne peut plus se cacher. Elle n'est pas simplement une joueuse qui vient de percer le top 100, qui a connu une séquence incroyable, par exemple, comme ça avait été le cas à Indian Wells. Là, maintenant, on parle d'une joueuse qui est passée du 27e rang au 14e. Les joueuses vont l'attendre dans le tournoi. Oui, les joueuses vont l'attendre, puis sa cote de popularité vient d'exploser. C'est rendu une top 15 mondiale, non seulement ça, mais aussi son histoire avec Serena, de la manière qu'elle a négocié avec cette situation-là. Une réaction empreinte d'esprit sportif, belle humanité de sa part d'être allée voir Serena. Puis ça avait l'air très authentique de la manière qu'elle l'a consolée après cette défaite-là. Donc, quand tu as une Serena qui dit en conférence de presse j'ai gagné en respect, je ne sais pas si elle en avait probablement déjà, mais elle est devenue une fan, c'est le même qu'elle l'a dit, de Bianca Andreescu, de la manière qu'elle a agi avec elle. Donc, c'est le genre de choses qui te met sur la map auprès du fan peut-être qui connaît un peu moins ces trucs de ce côté-là. Tout à fait, exactement. Puis de recevoir, comme tu dis, des tels mots de la part d'une aussi grande championne que Serena Williams, ça peut être que flatteur autant pour Andreescu qui idolâtrait Serena Williams. Elle avait hâte de jouer ce match, on a entendu Sylvain le dire. Pour elle, elle voulait le jouer depuis même Roland Garros où elle avait hésité à se retirer parce qu'elle voyait qu'elle pouvait affronter Serena Williams au 3e tour. Donc tout ça, c'est certain que ça y a joué dans la tête, évidemment. D'où le fait que peut-être le dénouement, mais pas peut-être, le dénouement n'était pas celui souhaité. On aurait voulu que ce soit une bagarre justement sur le terrain, ce que les partisans et les joueuses n'ont pas eu en fait. Donc personne ne voulait que ça se termine de cette façon. Mais dans les circonstances, on a vu encore une fois le grand esprit sportif qui peut régner dans le sport et Andreescu l'a très bien démontré. Oui, on a tous été surpris et déçus quand on a vu qu'après 16 minutes, c'était déjà terminé cette finale-là. Puis une personne qui était sur place pour l'ensemble du tournoi puis qui peut peut-être nous en dire un petit peu plus sur le feeling général qui régnait sur le central à Toronto quand ça s'est passé, c'est notre collaboratrice Stéphanie Miles du blog tennis.life. Allô Stéphanie? Bonjour. Comment ça va Stéphanie? Ça va bien. Là, je pense que la semaine de la Coupe Rogers, c'est une semaine qu'on a bien hâte avant que ça arrive, mais certains d'entre nous autres, puis je dirais que Sylvain et moi, on a été tous les deux pas mal sollicités durant la semaine. On a un petit peu hâte que ça finisse. J'en doute pas. On a espéré qu'on va être dans tes derniers là, pour la Coupe Rogers, pas trop t'épuiser sur le sujet, mais voilà. Évidemment, on n'a pas le choix de revenir là-dessus. Un peu, Max, comme le mentionnait. Comment tu as senti l'ambiance qui régnait dans le stade lorsqu'on a vu que Serena abandonnait? En fait, comment tu as vécu cette finale? Écoute, je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de monde qui était au courant au début. Parce que tu sais, quand tu es dans le stade, tu es un partisan, puis tu regardes, tu n'es pas nécessairement au courant que c'était pas le temps d'aller s'asseoir. C'était pas 3-2, c'était 3-1. Ouais. Et puis là, tout à coup, elle est allée s'asseoir en plein milieu de nulle part. Et puis, c'était évident lorsqu'elle jouait, elle ne bougeait pas du tout. C'était vraiment évident que ça allait pas. Mais de là à faire ça, quand même, je suis sûre qu'Andreescu était la plus surprise de tout le monde parce que c'est vraiment venu. On voit pas ça souvent, mais c'était tellement dommage. Peu importe l'issue du match, le résultat, on le saura jamais. Mais honnêtement, les partisans à Toronto en général, c'est pas mal plus calme qu'à Montréal. Oui. Et puis vraiment, la place a vibré toute la semaine. Et puis avec Salcombe, je pense 4 ou 5 sessions pour les femmes à Toronto, c'est vraiment du jamais vu. Hein? Et puis c'est sûr qu'Andreescu avait beaucoup à faire là-dedans. Et c'était vraiment phénoménal de ce côté-là. Parce que c'est un très beau tournoi. C'est très différent comme atmosphère de Montréal. C'est très bien. L'emplacement est très bien. C'est plus intime. La bouffe est bonne. Tout est bon. Mais c'est ça. Des fois, il manque un petit peu un grand esprit dans le stade. Et puis, ils l'ont eu cette semaine. T'es chanceux de savoir ce petit peut-être phénomène un peu coupe Fed en fait qui s'installe puis de se ranger derrière une Canadienne. Écoute, exagérons un pas. Peu. Non, n'allons pas jusque-là. C'est pas la grande folie. Là. On parle dans le contexte des partisans de Toronto là, qui normalement regardent et disent je pense que ça va faire de pointe. Là. On est mieux de partir. Je sais que c'est 6-5 au 3e set, là, mais on ne veut pas se poigner dans le trafic. Là. Ouais, disons, comme ça. Disons que les adversaires n'ont pas eu à vivre non plus ce que Karen Khachanov a eu à vivre à Montréal. C'est exactement où j'allais. C'est ça, cette atmosphère de Coupe Davis, on l'a vu à Montréal, mais je ne suis pas sûr que ça ressemblait à ça, même pas proche. Même si Bianca, quand même, a eu une histoire absolument... C'était fou, quand même. Il y a eu des adversaires de qualité qu'elle a battus. On peut parler de Serena, mais
ça a été un non-issue, comme on dit, c'était pas un match. Mais il y a eu quand même Kasatkina après Ginny, évidemment, en début de tournoi, mais une ancienne top 10. Ensuite, 2 top 5 coup sur coup. Berten, je pense que ça a duré au-dessus de 3 heures, pas loin de 3h10. Et puis, Pliskova, c'était un peu bizarre comme match, mais après 3 heures, ça a été la victoire d'Andreescu. Fait qu'il y avait des grosses pointures là, parmi son tableau pour un retour au jeu. C'est sûr, il y avait deux dynamiques qui se jouaient un petit peu en même temps. La première chose qu'on a vue vraiment de proche, c'est que Andreescu est une très bonne joueuse. Aucun doute là-dessus. Mais quand tu regardes les joueuses qui figurent parmi le top 10 au moment présent, là, sont toutes prenables. Il y a pas de fille il n'y a pas de Serena à son meilleur là-dedans. Ashley Barty était visiblement pas prête à jouer. Et puis, comme tout le reste, c'est pas du grand tennis. C'est du bon tennis, mais c'est pas du grand tennis. Donc, tout cela pour dire que il y a de la place pour Andreescu là-dedans. Et puis, la deuxième dynamique, c'était que, comme Sylvain l'a très bien dit, puis je pense qu'on était pas mal au courant, que si ça n'aurait pas été la Rogers Cup, je pense que Andreescu aurait pris une autre semaine de congé. Elle n'était vraiment pas préparée, et puis elle a appris en jouant à Roland-Garros sans aucune préparation de match que c'est vraiment pas l'idéal. C'est très difficile. Donc, on s'attendait, surtout avec la longueur des matchs et puis le travail physique qu'il fallait faire, on s'attendait de match en match qu'elle serait après le mur. Qu'elle s'est rendue un petit peu comme elle était contre Kontaveit à Miami, qu'elle s'est rendue à la tête, je suis plus capable. Mais elle a toffé, elle a persévéré à chaque fois. Et puis, ce qui m'a passé par la tête, c'était que ça faisait quand même 4 mois et demi qu'on l'avait presque pas vu jouer. Donc, écoute, dans le monde du tennis, c'est tellement de matchs, jour après jour après jour, qu'on a tendance, des fois, à oublier un petit peu ce qui s'est passé, même il y a un mois ou deux. Donc, ça m'a rappelé comment elle a gagné Indian Wells, comment elle l'a fait, la façon qu'elle joue, la fougue qu'elle a, et puis elle l'a démontré encore une fois, et puis le fait qu'elle l'ait encore fait, finalement, il faut qu'on conclue que c'est elle. Ça, c'est son style. Et puis la grande différence avec elle maintenant et elle comme junior, parce qu'écoute, elle a toujours été blessée. Tout le temps. À travers sa carrière de junior, tout le temps, elle avait toujours la jambe bandée, elle avait toujours de quoi. Et puis, mais maintenant, elle compose avec ça. Elle dit, ça va, je suis pas à 100%, mais c'est pas grave, je vais me battre quand même. Et puis, écoute, tu te bats, tu mets la balle en jeu et puis tu lâches pas, ça va te gagner beaucoup de matchs de tennis. Exactement, on voit qu'elle a cette bonne attitude justement de ne jamais lâcher le morceau en ce moment qui l'habite. Sylvain en a parlé aussi, ils se sont ajustés son équipe. Là, on parle cette fois Cincinnati, on n'a même pas pensé vouloir y aller et maintenant on se prépare pour l'US Open. Il y a aussi cet ajustement qui se fait autour de l'équipe parce que si la joueuse grimpe rapidement, l'équipe doit s'ajuster aussi et ajuster son plan pour la saison. Oui, c'est sûr. Mais je pense que déjà, c'était une joueuse de top 25. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose à ajuster de ce côté-là. Sauf que si elle finit par être top 10 après l'US Open, ça change pas mal de choses. Ça change du point de vue qu'il y a plus de tournois, surtout ceux en Asie, qui vont être préparés à lui offrir des garanties pour venir jouer. Donc, il faut faire des choix, donc il faut attendre, il faut négocier, il faut décider où on va jouer en fonction de l'argent et autres. Et puis aussi, il y aura encore la grande possibilité, parce qu'elle est au numéro 8 maintenant, qu'elle pourrait faire le grand tournoi à Shenzhen en fin d'année, le WTA Finals. Alors, ça, ce que ça étend la saison. Hein. Ça dure jusqu'à la fin du mois d'octobre, sinon plus. Et puis là, la saison morte est raccourcie. Et tout change de ce côté-là. Donc il faut ajuster au fur et à mesure. C'est ce qu'a vécu Shapovalov, c'est ce qu'on vit avec Félix Auger-Aliassime aussi. Et puis, ça fait partie de la job. Hein. Puis j'espère seulement qu'elle va continuer de s'entourer de personnes qui ont vraiment beaucoup d'expérience de ce côté-là, qui vont vraiment vouloir bien juger ce qui est nécessaire et que Bianca elle-même comprenne l'enjeu, comprenne le projet à long terme et puis que son cœur, qui veut jouer, qui veut se battre, qui veut jouer tous les matchs, qui veut jouer toutes les semaines, elle va écouter son cerveau aussi. Stéphanie, on a eu évidemment ce phénomène canadien-là, cette fierté canadienne du titre remporté par Bianca Andreescu. Mais si ça n'avait pas été d'elle, probablement qu'une des histoires du tournoi, je voulais t'en parler, c'est la demi-finaliste, la Tchèque Marie Bouchkova, à 21 ans, une première demi-finale pour elle
dans ce niveau-là, le Premier Mandatory. Qu'est-ce que tu as pensé de son parcours qui était quand même exceptionnel avec des victoires contre de très bonnes joueuses? Oui, c'est vraiment très intéressant parce que c'est en fait, Boskova, c'est une joueuse que j'ai réalisée en cherchant des photos dans mes archives pour faire un article que j'avais suivi quand même depuis plus d'1 an. Écoute, j'ai pris des photos même d'elle qui se réchauffait aux qualifications à Wimbledon cette année, qui frappait une balle contre un filet quelconque, là, juste pour se réchauffer. C'est un petit peu primitif là-bas. Là. Et puis, mais la première fois que je l'ai remarqué, vraiment, c'était quand elle avait joué contre Andreescu à Roland-Garros. Et puis, ce que j'avais remarqué d'elle, écoute, ça a pris 3 heures leur match étendu sur 2 jours. C'était vraiment déçu à la fin et pour bonne raison. Mais écoute, elle a pris 10 minutes facile à signer des autographes, à sourire pour le monde pour des photos quand elle voulait juste carrément brailler, là. et puis, écoute, elle avait tellement un bel esprit et puis j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Et puis, je l'ai vue à Wimbledon et puis elle regardait s'entraîner Serena, justement. Serena, elle s'entraînait avec Venus et puis elle l'a vu, puis elle a arrêté de regarder ça 10 minutes. C'est vraiment une fille, comme on dit en anglais, elle est vraiment delightful. C'est tellement plaisante. Mais en même temps, c'est une fille qui a gagné le US Open, les championnats juniors, il y a 5 ans. Et puis c'est seulement maintenant qu'elle arrive dans les top 100. Alors, ça a vraiment été puis elle joue souvent, elle joue beaucoup de tournois. Ça a vraiment été assez long, son parcours. Et je pense qu'il y a 2 choses qui ressortent avec elle. Et vous avez raison, si n'eût été pour Andreescu, ça aurait été vraiment la belle histoire du tournoi. Mais il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'elle fait quand même 7 pieds 11. C'est une grande fille, mais elle se déplace, elle est rapide, elle ramasse des balles. C'est vraiment impressionnant. Et puis la deuxième chose, c'est que et puis c'est la même recette, hein. Elle met beaucoup de balles en jeu. Elle force les filles à frapper une autre balle, essayer de faire un coup gagnant. Et puis, c'est une stratégie, ces jours-ci, qui a l'air à quand même bien fonctionner. Est-ce que son plafond est beaucoup plus haut qu'elle l'est maintenant? Ben, ça, on va seulement le savoir dans 1 an. Parce que dans 1 an, il va falloir qu'elle défende tous les points qu'elle a mérités à la Rogers Cup. Elle va revenir avec la Rogers Cup sous pression. C'est difficile de faire les demi-finales. Alors, on verra entre-temps. Écoute, c'est la même chose avec Andreescu. Hein. Ça va bien jusqu'au mois de février. Et puis après ça, les points commencent à arriver. Puis là, on va voir ce qu'elle a. On les attendra à Montréal déjà l'an prochain. D'ailleurs, parlant de Montréal, Stéphanie, as-tu la chance de suivre un peu le volet masculin de la Coupe Rogers? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé, en fait, on parlait de notre Canadien que tout le monde regardait avec attention, Félix Auger-Aliassime, qui a perdu, en fait, contre Karen Khachanov, un match qui s'est joué à peu de choses. Mais qu'as-tu pensé de Félix dans ce tournoi? Écoute, c'était bien. Je trouve que il va être heureux que la première fois à Montréal, c'est terminé. Je pense que ça a mis pas mal plus sur ses épaules que tu aurais peut-être anticipé. Tu peux pas vraiment anticiper. Tu peux voir un petit peu comment tu penses que ça va aller, mais la réalité est quand même tout autre chose, hein. Et puis, écoute, déjà en partant, d'avoir eu Pospisil et Raonic dans les 2 premiers tours, c'est déjà stressant. Mais je pense que, et puis on l'a vu tout de suite, c'est désistant au premier tour à Cincinnati. Et puis, on a vu aussi que le service, la deuxième balle, ça commence à être tracassé un petit peu, là. C'est pas loin de rentrer un petit peu dans sa tête. Donc, il a un petit peu de travail à faire de ce côté-là, mais j'ai trouvé que, honnêtement, pour l'ambiance du tournoi et tout ça, d'avoir un Félix pour un autre 15 ans, qui sait, c'est spectaculaire. Du côté féminin, il y a toujours eu des bonnes Québécoises. On commence avec Marie-Ève Pelletier, Valérie Tétrault et Alexandra Wozniak à Bouchard. Et puis, il y a toujours eu un intérêt local. Mais là, avec les hommes, il va en avoir un pendant longtemps et ça me surprendrait bien qu'ils ne gagnent pas la Coupe Rogers et je dirais même peut-être plusieurs fois avant d'avoir fini. Mais la première fois, c'est toujours le plus difficile. Oui, ça a été spectaculaire dans le sens qu'on voyait à quel point c'est bien beau, Nadal est là, la Next Gen est là, Tsitsipas, tout ça. Même Shapovalov, il y a un engouement pour lui, c'est certain, avec ce qu'il a accompli il y a 2 ans. Mais les gens n'en avaient quand même que pour Félix à Montréal. C'était assez fou l'ambiance dans certains matchs. Puis chapeau d'ailleurs à Khachanov d'avoir réussi à faire fi de ça pour l'emporter au 3e set.
Ah, c'était vraiment drôle son affaire, surtout quand il arrive en conférence de presse. Il s'est excusé avec Félix Aufilet pour les choses qu'il faisait sur le terrain. Puis finalement, il arrive et il dit ben écoute, il me dérangeait, même aussi j'ai essayé de le déranger. En tout cas, en bout de ligne, je faisais de la bullshit. Pour un Russe, je trouvais ça très, très bien. Mais honnêtement, le marché québécois pour le tennis, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et puis, j'essaie d'expliquer ça à ceux qui ne viennent pas d'ici, qui ne vivent pas. Et je me souviens, il y a de nombreuses années, lorsque l'ex-championne Anna Ivanovic avait besoin d'un laissez-passer. Et puis, à ce moment-là, Jeanne Lapierre l'avait décerné à Stéphanie Dubois. Et puis, le monde comprenait. Il y avait d'autres affaires aussi qui étaient un petit peu plus controversées. Mais le principe de donner le laissez-passer à Dubois au lieu d'Ivanovic, parce que c'est pas compliqué, avant plus de billets à Montréal, c'était un concept que le monde comprenait vraiment pas du tout, mais c'est une réalité à Montréal. Et puis c'est pas comme ça avec Shapovalov à Toronto, ou même Sharon Fitchman à l'époque, ou peu importe. C'est pas le même genre de chose que Dubois, c'est une joueuse avec une carrière bien, mais quand même loin d'être une grande vedette, mais c'était une réalité. Donc, tout ça pour dire que d'avoir Félix pour la Coupe Rogers pour les 15 prochaines années, après que Djokovic, Federer et Nadal s'en vont, ça va être quelque chose qui va assurer la continuité du succès du tournoi. Ouais, puis je pense que les chiffres qui sont sortis au-delà des 200 000 spectateurs, en tout cas, c'est les premiers chiffres qui sont disponibles, ça nous montre à quel point l'engouement a été spectaculaire. On a battu des records au guichet de l'organisation d'Eugène Lapierre. Ben, tous les tournois essaient au moins d'avoir un spectateur de plus que l'année avant. Hein? C'est d'avoir un nouveau record. Et c'est sûr que d'avoir un 0 pour la session du samedi soir, avec ça, ils ont battu les records. Mais il ne faut pas oublier aussi que maintenant, ils comptent les partisans qui viennent pour la fin de semaine gratuite dans ce chiffre-là. Tout ça, là. Mais c'est un grand tournoi. Et je me souviens à l'époque, quand je venais, je dirais que je connaissais probablement 50% du monde. Soit que j'avais joué au tennis avec, on jouait au même club, j'avais organisé un tournoi dans lequel j'étais impliqué, etc. Et puis là, le pourcentage est beaucoup moins grand. Et ça, c'est parce que si tu veux agrandir un événement pour que ça soit aux 200 000, il faut vraiment que tu ailles chercher le public qui n'est pas nécessairement amateur de tennis durant le reste de l'année, mais qui aime être là parce que c'est un événement. Et l'été à Montréal, c'est vraiment un été d'événements. Alors maintenant, c'est rendu que le tennis est important, c'est sûr, mais c'est l'événement qui amène le monde, c'est la bouffe, c'est le bar, c'est les activités, c'est tout ça. Et puis ils ont tellement fait un bon travail à rendre l'événement qui peut résister, même si un Federer vient pas jouer une année, par exemple. Mais en tout cas, parlant d'happening, on passe d'un événement important à un autre. Dans 2 semaines, ça va être Flushing Meadows à New York pour le US Open. Est-ce qu'on va t'y retrouver de ton côté? Oui, écoute, je vais être là dans 1 semaine. Je vais être dans les qualifications. Ça vient vite. Bon, bien, on va te souhaiter de bien en profiter. Puis, évidemment, puisqu'on est tous des maniaques, de continuer à regarder du tennis, que ça soit à Cincinnati, Winston-Salem la semaine prochaine, de continuer de regarder tout ça puis d'être prête pour ton arrivée à New York. De te reposer quelque peu entre-temps aussi. Ouais. Repos, c'est quoi ça? Exactement. C'est pas durant la saison de tennis. Ça n'arrête jamais. Ils nous donnent pas un break. Des fois, il pleut toute la journée. On dit lève-la. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Stéphanie. Okay, merci. À la prochaine. Des propos éclairants de la part de Stéphanie, surtout de la dynamique qui régnait. Ça, c'était intéressant sur le central à Toronto quand Serena a déclaré forfait. Et effectivement, dans le vif du moment, on n'a pas pensé au fait que, c'était 3-1 à ce moment-là. Déjà là, on aurait dû avoir la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui clochait du côté de Serena. Exactement. Puis lorsqu'elle a parlé aussi de la dynamique, entre la différence entre la Coupe Rogers disputée à Toronto et celle à Montréal, tout simplement pour les partisans. Puis c'est tout simplement aussi ce que l'effet Félix peut amener. On l'a senti au guichet également. C'est tout simplement l'effet Félix qu'en début de tournoi, le central était tout simplement toujours plein parce que Félix était présent et les gens voulaient voir Félix jouer. La pression devait être tellement énorme sur ses épaules en début de tournoi. Lorsqu'on regarde déjà, il devait jouer contre ses compatriotes, donc les comparaisons allaient être automatiques. Systématiquement, dans les points de presse, tout ce qui était demandé à tous les joueurs, on parlait pour les disponibilités médias pour les top 8,
Que penses-tu de Félix Auger-Aliassime? Ça revenait immanquablement dans les conférences de presse. Qu'est-ce qu'il a amélioré dans son jeu? Qu'est-ce qui fait qu'il est déjà un top 25 mondial? C'était des questions sur sa personnalité aussi. Tout le monde a une fascination du fait qu'un jeune puisse, j'allais dire 18 ans, mais il vient d'avoir 19, mais qu'un jeune de cet âge-là puisse afficher une maturité, puisse s'entendre aussi bien avec autant de joueurs du circuit ATP. C'est vrai que c'est intriguant, mais à la longue, les joueurs devaient être un peu agacés qu'on en ait que pour Félix. Exactement, et c'est certain que Félix aussi devait en entendre parler. T'as beau dire que tu veux te couper le plus possible de l'extérieur, de rester concentré sur le tournoi, c'est certain qu'il devait avoir aussi des petites blagues dans le vestiaire justement entre les joueurs pour dire qui va dire quoi sur Félix aujourd'hui. Félix devait entendre certains commentaires également, mais lui devait se concentrer. Il avait un tournoi à jouer. Ouais. Je pense que dès le départ, ça a été un test plus difficile que prévu. Même nous, si on se rappelle lors du dernier épisode, on se demandait ce que Vachek pouvait donner comme opposition à Félix dans ce tournoi. Et je pensais véritablement que le premier set allait tout simplement être à l'image du match. Félix qui passe au travers 6-2, je crois, si je me souviens bien du pointage. Mais par la suite, Vachek a été en mesure vraiment de revenir dans la rencontre et on a eu le droit à l'une des belles batailles de la semaine à la Coupe Rogers entre les deux Canadiens, j'ai trouvé. Oui, c'était une réelle bataille de tous les instants à la fin, un 7-6 au troisième set. Tu sentais quand même dans le jeu de Félix que c'était les fautes directes s'accumulaient en grande partie en raison de la nervosité. Là. Il faisait des erreurs que généralement on ne le voyait pas faire, puis on le voyait prendre de grandes respirations pour s'assurer de garder son calme puis d'être capable de franchir la ligne d'arrivée en ayant justement cette victoire-là que tout le monde espérait, souhaitait, disons-le. Là. Aucun manque de respect envers Vachek Pospisil, mais les gens avaient un parti pris assez important pour Félix. Puis t'en as parlé, c'est vrai à quel point c'était la folie pour lui, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, la dynamique avec Denis Shapovalov. On sait que la chose qu'on raconte le plus sur lui ces temps-ci, c'est à quel point ça va mal pour lui, que les défaites s'enchaînent. Arrive au tournoi en ayant gagné seulement 2 matchs à ses 9 tournois précédents. C'est même donné une semaine pour aller dans le coin de Niagara avec famille et amis avant d'arriver à Montréal pour complètement décrocher, faire le vide. Puis il revient à Montréal, puis dès son premier match contre Pierre-Hugues Herbert, tu vois que la foule avait comme l'impression qu'il y avait une mission là-dedans, puis que c'était de lui envoyer des ondes positives. Puis c'est pour ça que j'étais fasciné quand je pense qu'il a réalisé le bris à 1-1 au premier set. Puis ça a été l'ovation debout. Ouais. Ça a été les applaudissements du genre « Denis, on sait que tu es capable de recréer la magie que tu nous as fait vivre là 2 ans. » Puis je trouvais que c'était une belle marque quand même qui montre que la foule a quand même une certaine notion de ce qui se passe pour lui, qui sait qu'il a besoin de ces encouragements-là. Exactement. C'est comme si son parcours il y a 2 ans ne s'était jamais arrêté et qu'on avait repris exactement où il nous avait laissé, comme tu l'as mentionné il y a 2 ans. Puis c'est de mentionner justement que les amateurs de tennis au Québec, Stéphanie l'a mentionné aussi, ils suivent le tennis également. Ils sont conscients de la situation, tu l'as mentionné. Et pour Shapovalov, en fait, dans les circonstances, c'était un beau tournoi. On regarde son match contre Dominic Thiem. Finalement, Thiem qui parvient à gagner un match à sa 6e Coupe Rogers. Ouais. Mais on ne peut rien enlever à Shapovalov dans ce match. Il a presque tout fait, sauf ne pas se faire briser en fin de manche. Ouais. Ça s'est joué véritablement, on pourrait dire à 2 balles presque, parce que c'est sur 2 points véritablement qu'il aurait pu soit renverser la vapeur ou tout simplement éviter une faute de trop. Je me souviens son smash dans le filet, que probablement qu'il l'aurait 9 fois sur 10 par exemple, mais cette fois-ci, il l'a raté. C'est certain qu'il y repense par la suite. Moi, c'est ce jeu-là qui me reste en tête de la rencontre entre Shapovalov et Thiem. C'est le fait que le meilleur joueur du premier set, c'est difficile à dire quand l'un l'emporte et puis je m'en vais de l'autre côté, mais je trouvais que Shapovalov avait vraiment l'ascendant dans ce set-là. Ça a vraiment été une déconnexion le temps d'un jeu. Je crois qu'il y avait eu si c'est pas 2 doubles fautes en plus de sa volée dans le filet qu'il a donné. C'était la seule balle de bris de Thiem dans le set. On peut toujours y aller avec des si, mais quand même, c'était très proche pour Shapovalov d'un 3e tour contre le numéro 2 du tournoi. C'était vraiment un tirage au sort difficile pour lui de ce côté-là. Tout à fait, Thiem, tu l'as mentionné, semblait tout simplement s'accrocher le plus possible, surtout au premier set, tenter de rester dans le coup et ne pas tirer de l'arrière trop, t'es en mesure de faire ce qu'une tête de série, on lui demande de faire, c'est-à-dire de rester dans cette rencontre et de profiter de ses opportunités. Et c'est là, je trouve, qu'on voit la saison de Shapovalov, à quel point qu'elle peut être difficile pour lui, parce que si on regarde l'an dernier, ou il y a 2 ans, ces moments clés, c'est lui qui gagnait les points. Cette année, on dirait que le manque de victoire vient rattraper, peut-être qu'il commence à plus y penser aussi, on ne le sait pas.
Mais c'est là qu'on voit que ces moments, justement, qui sont cruciaux dans les matchs, cette année, ne tournent pas en la faveur de Shapovalov. Donc, ça va être à lui de recréer un peu cette magie, si l'on veut. Puis encore une fois, il va se présenter éventuellement lui aussi au US Open, où il a connu du succès aussi dans les dernières années. Donc là, on tombe sur une séquence qui peut très bien lui convenir. Donc, ça va être à lui de se rappeler de ses bons moments, de continuer sur ses bonnes sensations. Parce que dans les circonstances, il a connu un bon tournoi à Montréal pour les 2 matchs qu'il a joué, a faire un très bon spectacle, a joué du bon tennis. C'est simplement qu'il n'a pas été en mesure de gagner le point dont il avait besoin. Ouais, ben on va lui souhaiter que sa chute au classement, du moins, ne se poursuive pas, parce que à date, c'est pas trop dommageable, dans le sens qu'il est passé quoi? Il a perdu une quinzaine de places, il était autour de la 20e place. C'est rendu, je pense, il est 34e en date d'aujourd'hui. Il y a un 4e tour à défendre US Open, ça vient avec des points, ça, quand même. Fait qu'il y a un potentiel de glisser encore un petit peu plus pour lui dans quelques semaines, mais on va lui souhaiter justement que cet élan d'optimisme qui est venu avec sa participation à la Coupe Rogers, mais ça va être comme une plateforme pour le lancer. Si du côté de Shapovalov, je trouve qu'on se répétait, par exemple, en parlant de ses mauvais matchs dernièrement, puis là, il y a un brin de positivisme. Du côté de Miloš Raonic, par contre, c'est encore la même cassette. C'est son corps qui n'a pas été en mesure de tenir dans ce tournoi. Ouais. On parlait d'une fin de match, on va pas dire fin de match, d'un match tout simplement qui n'a pas lieu en finale entre Serena et Bianca Andreescu. Du côté de Montréal, on attendait encore ce match, encore une fois, avec Miloš Raonic et Félix Auger-Aliassime. On avait tout un duel également. Il n'y a pas grand-chose qui laissait présager que Miloš, on le voyait qu'il peinait physiquement, mais de tout simplement arrêter alors qu'il venait de remporter la deuxième manche. Ouais. C'était surprenant, mais on voit à quel point justement qu'il n'était pas capable. Et lui-même le dit en point de presse après, c'était l'un de ses pires 30 minutes de tennis. Donc à quel point qu'il souffrait, tout simplement qu'il tenait coup avec son service. Puis qu'il était déçu de ne pas donner le spectacle que les gens voulaient. Là, à heure de grande écoute sur le central à Montréal, sachant qu'il y a de l'électricité dans l'air, c'est sûr que... C'est rare qu'on voit Raonic être émotif, mais j'ai eu l'impression qu'il a retenu une larme, on dirait, quand il a envoyé la main à la foule après son abandon sur le terrain. C'était vraiment il savait qu'il vivait quelque chose. Là, la première Coupe Rogers de Félix, qui est un gars qui apprécie beaucoup. Il y a une belle amitié entre ces deux-là. C'est sûr qu'il y avait l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Puis ce qui s'ajoute à cette tristesse-là, c'est que, bon... C'est un éternel recommencement pour Raonic. C'est non seulement une blessure de plus, mais une blessure à une autre partie de son corps. On a l'impression que d'une saison à une autre, c'est souvent une nouvelle partie de son corps qui flanche. Qui flanche, c'est ça. Donc, rendu là, on voit qu'il y a un certain découragement chez lui. On le comprend d'ailleurs. On ne peut que souhaiter que d'ici US Open, il va avoir retrouvé cette forme-là, parce que Cincinnati, évidemment, c'était hors de question, sachant à quel point ça l'affectait, cette blessure au dos. Tout à fait. Puis on peut parler peut-être finalement du champion à Montréal. On peut y aller ainsi. On arrive. Le balado s'étire, évidemment. Puis c'est assez rare qu'on parle si peu d'un gagnant d'un tournoi. Mais avec les nouvelles, tout à fait, c'était mérité. Mais ça me vient à dire que c'est un autre joueur également qui n'est pas du côté de Cincinnati. Donc Rafael Nadal. Lui également qui décide de répéter ce qu'il avait fait l'an dernier. Donc non seulement il gagne la Coupe Rogers, mais ensuite décide de faire impasse sur Cincinnati pour se préparer pour le US Open. Nadal a tout simplement été, j'ai le goût de dire, Rafael Nadal. Plus la semaine avançait, on regarde ses adversaires. La seule fois qu'il a flanché véritablement, c'est contre Fabio Fognini. Ouais, il n'était pas là du tout dans le premier set contre Fognini, mais c'est vraiment le seul moment dans le tournoi où on peut dire que ça s'est pas passé comme il voulait, qu'il n'a pas imposé son jeu à son adversaire. Également Fognini, l'Italien a toujours causé certaines difficultés à Nadal aussi au fil de sa carrière, selon comment l'Italien jouait ou comment il se présente pour un match. Mais Nadal, encore une fois, je pense que l'exemple le plus probant, c'est tout simplement la finale. On s'attendait à un de ces duels âprement et chaudement disputés. On avait toutes les raisons de s'attendre à ça. Là. Tout à fait. On regardait le finaliste qui avait fait probablement écarquiller les yeux par sa façon de se comporter dans ce tournoi, de se débarrasser de ses adversaires. Daniil Medvedev, le Russe, qui avait simplement perdu 20 jeux avant de se présenter en finale. Ta prédiction comme finaliste face à Nadal, il faut... si tu ne t'auto-congratules pas, je vais le faire pour toi. C'était quand même la finale et le champion que tu avais prédit. On va dire pour le champion, on avait vu juste pour tous les deux, en fait. Mais oui, Medvedev, en fait, c'est tout simplement débarrasser de ses adversaires. Et dès son premier match, parfois pour les têtes de série, on se dit que ça peut être compliqué parce qu'un joueur qui est souvent très bien classé déjà ou qui connaît du succès a déjà joué, donc à un certain niveau, une certaine intensité, affronte un Karen Moon, se débarrasse complètement du Britannique. On parle d'un 6-0 au deuxième set. Ouais. Et par la suite, Medvedev qui a tout simplement poursuivi sur sa lancée pour... il avait été, on a parlé de lui, mais... il arrivait avec une certaine confiance, mais il venait de battre Shapovalov, il venait de battre en 2 sets Marin Cilic.
Et pourtant, arrive contre Medvedev, qui lui offre une leçon de tennis. 56 minutes, un 6-3, 6-1. Après cette victoire-là, je me suis dit, OK, c'est lui qu'on va voir en finale contre Nadal. Puis non seulement ça, mais je m'attendais à ce qu'il lui procure une opposition. Faut dire que c'était leur premier duel sur le circuit ATP. Quand tu affrontes quelqu'un qui a un jeu aussi unique que celui de Rafael Nadal, la comparaison ne se fait pas avec n'importe quel autre joueur que tu aurais battu facilement pour t'y rendre. N'empêche néanmoins qu'un 6-3, 6-0, c'était loin de nos attentes, sachant surtout à quel point le revers de Medvedev avait été, est-ce que je peux dire, presque parfait durant toute la semaine. Frappe tellement à plat, ne les manque pas, tout simplement, ne commet pas de faute directe, mais contre Nadal, il a été forcé à commettre des fautes ici et là, puis finalement, c'est sorti du match. Exactement. C'était trompeur aussi pour ceux qui ont vu ou qui ont assisté au match, qui ont lu sur le sujet. Le premier jeu, en soi, laissait présager l'une de ces batailles qui allait pouvoir durer 3 heures. Vraiment. Première fois que Nadal est au service pour ouvrir cette finale, le jeu dure 8 minutes. Donc, le premier set au total a duré 40 minutes. À lui seul, le premier jeu, c'est déjà une grande partie de ce set. Puis on parle de deuxième set qui a duré à peine une trentaine de minutes. Donc, du côté de Medvedev, qui est en mesure de, renvoyer les frappes de Nadal lors de ce premier jeu, de montrer justement qu'il était présent, que son style de jeu pouvait peut-être tenir avec Nadal. Mais on dirait que Nadal a tout simplement joué avec lui. Puis lorsque lui a décidé d'appuyer sur l'accélérateur, Medvedev a tout simplement été incapable de suivre par la suite. Tu as bien fait de le mentionner aussi. Medvedev l'avait dit en point de presse après le match, les joueurs du Big Three ont quelque chose de spécial lorsqu'ils frappent la balle, chacun des trois, que ce soit Djokovic, Federer ou Nadal, et Nadal ne l'avait jamais affronté. Donc, tu as beau tenter d'imiter lorsque tu joues contre certains adversaires en pratique et à l'entraînement, tu ne peux pas répéter la frappe de Rafael Nadal. Donc là, il l'a appris à la dure, disons-le ainsi. Mais pour lui, c'était une première présence en finale de Masters 1000. Il est arrivé à Montréal, il avait dit « Je veux commencer à me rendre plus loin dans ces tournois, justement, de la série 1000, dans les grands chelems. » Lui qui venait de faire la finale à Washington. Donc, il peut regarder par la suite et dire que c'est mission accomplie parce qu'il l'a dit, c'était l'une de ses plus belles semaines en carrière, dans la manière qu'il a joué et aussi avec les résultats qu'il a connus. Maintenant, grimpe d'un rang au classement, tombe top 8, dépasse en fait son compatriote russe Khachanov qu'il avait affronté également en demi-finale. Encore une fois, c'était pas une leçon de tennis, mais d'être en mesure de se débarrasser de Khachanov en 2-7, là, alors que lui-même connaissait un très bon tournoi. Là, il a parlé de Félix, mais son match également contre Stan Wawrinka au tour précédent, où il a été en mesure de le gagner en 3 manches. C'était vraiment les deux Russes qui semblaient dominer cette portion de tableau. Puis on a eu le droit à ce duel de titans, si on veut, en demi-finale. C'est Medvedev qui a passé avec raison. C'était absolument mérité comme place en finale. Puis il s'est fait énormément de partisans à Montréal parce qu'on sait qu'on aime nos athlètes qui savent parler français. Puis Dieu sait que Daniil Medvedev parle très bien français. C'est impressionnant. Un coach parisien, je crois, puis a appris le français en ayant cet entraîneur-là dans les dernières années. Moi, je suis tenté de dire que, connaissant son parcours jusqu'à date sur le circuit ATP, il va tirer des leçons de cette défaite-là contre Nadal. Avait perdu, je crois, son premier match contre Novak Djokovic comme plusieurs adversaires, était revenu pour le battre à Monte Carlo, si je ne me trompe pas, au printemps. Donc, ça te montre que ce joueur-là est capable de faire des ajustements pour aller gagner des matchs contre des joueurs de l'élite. Il a dit en ce moment, c'est ce qui lui manque, ces matchs contre ces joueurs du top 3 ou top 5, si on veut, parce que tu as bien fait de le mentionner, Djokovic, il l'a battu, mais à son 4e affrontement entre les deux joueurs, il a présentement une fiche de 0-3 contre Roger Federer, et là, il tombe 0-1 contre Rafael Nadal. Donc, c'est certain qu'il y a une période d'ajustement lorsque tu arrives. On a beau dire que cette fameuse next-gen n'est pas en mesure de prendre le flambeau. Mais en ce moment, les joueurs, les top, le Big Three, en fait, est encore en mesure de s'imposer, mais c'est parce que les jeunes ne sont pas capables de comprendre cette façon de jouer, qui ont un jeu spécial. Medvedev avait beau le dire, tous les joueurs ont quelque chose de spécial sur ce circuit, sauf que Federer, Nadal et Djokovic ont ce petit quelque chose de plus qui les rend si uniques également. Oui, tout à fait. Tu m'amènes justement à parler un petit peu de Djokovic et Federer. Oui. Après un mois, presque jour pour jour, sans action. On va les revoir peut-être qu'au moment où on enregistre, le match de Federer et de Djokovic est déjà commencé. Mais c'est intéressant quand même ce scénario qui est un peu l'opposé de Nadal. Nadal qui revient au jeu à Montréal, qui prend Cincinnati en congé comme il l'a fait l'an passé en gagnant le tournoi à Toronto. Tandis que les deux autres, bien évidemment, il y avait la déception de ne pas les voir. Oui. Mais on va, après un mois pratiquement d'inactivité, on voit à quel point ils ménagent leur corps. C'est un retour au jeu pour
les numéro 1 et numéro 3 mondiaux. Presque vraiment le goût de dire finalement de les revoir. Il me semble que ça fait une éternité, cette fameuse finale à Wimbledon. Une finale historique, tout simplement. Là, finalement, on va pouvoir les revoir sur le terrain. Djokovic qui a quand même un bon test pour son retour déjà. L'Américain Sam Querrey, on peut causer des ennuis. On connaît son service et tout. Donc pour Djoko, ça ne s'annonce pas nécessairement facile, mais bon, on verra comment que le Serbe saura répondre. Moi, j'ai hâte de voir si le duel possible entre Djokovic et Kyrgios peut se produire. Je ne sais pas si c'est au 3e ou au 4e tour, c'est à vérifier. Mais si on veut parler d'un peu de drama, là, c'est dur de faire mieux parce que Kyrgios en rajoute. On dirait à chaque fois que quelqu'un l'amène sur le terrain du Joker, de parler de lui, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose de mauvais à dire contre Djokovic. Mais sachant à quel point son niveau de jeu est intéressant en ce moment, on dirait qu'il peut back it up, comme on dirait en anglais, cette espèce de bataille verbale qu'il a contre... je suis pas sûr que Djokovic a ça son genre d'embarquer là-dedans, mais c'est sûr qu'il a entendu parler de ce que l'Australien a à dire contre lui. On verra si les bottines vont suivre les babines un peu du côté de Kyrgios, mais c'est spécial aussi dans son cas parce qu'il se présentait à Montréal, champion à Washington, et on a tout simplement vu qu'il n'était pas dans une bonne journée. C'est ça que ça donne l'Australien Nick Kyrgios lorsqu'il n'est pas dans une bonne journée. Perd sèchement au premier tour et ensuite enchaîne maintenant avec Cincinnati, remporte son premier match. Donc oui, ça serait vraiment intéressant. Un peu comme on souhaitait à Wimbledon de voir ce Nadal-Kyrgios. Maintenant, ce serait de voir ce Djokovic-Kyrgios. Disons que j'en salive déjà si ça se produit. C'est déjà qu'à la base, peu importe l'adversaire, il va y avoir un élément de divertissement dans un match de Kyrgios. Mais si on ajoute à ça le meilleur joueur au monde, le numéro 1 mondial pour l'affronter, ça serait vraiment une traite pour chacun d'entre nous. Si on veut continuer un petit peu avec Cincinnati, pas le choix de parler du retour au jeu d'Andy Murray. Ça avait été mentionné durant son passage à Montréal pour jouer le double, qu'il y avait de fortes possibilités qu'il allait jouer à Cincinnati. Ça s'est confirmé vers la fin de la semaine. Commençait ça contre Richard Gasquet. Il aurait pu affronter Gasquet peut-être à un moment où il connaissait de moins bons moments, mais à la place, il a affronté un moment où justement Gasquet connaît de bons moments. Il revient à Montréal, a battu Benoît Paire, son compatriote, a battu Kei Nishikori dans un match où il y a eu la pluie qui s'est immiscée là-dedans, mais c'était vraiment un des beaux matchs, sinon le plus beau match de la semaine à la Coupe Rogers. Mais finalement, ça s'est terminé par un 6-4 en la faveur de Gasquet. Un peu de nervosité pour Andy, c'est normal. Là, ça fait 7 mois qu'il n'a pas joué depuis le premier tour de l'Australian Open. Mais je pense qu'on l'a senti quand même soulagé que ce soit derrière lui, ce premier match en simple. Je pense que tu fais bien de le mentionner. Si tantôt Stéphanie parlait pour Félix que c'était important de jouer cette première Coupe Rogers, je pense que pour Andy Murray, c'est important qu'il joue ce premier match finalement en simple dans un tournoi officiel. Parce que c'est certain qu'il dispute des matchs à l'entraînement et tout, mais ce n'est rien comparé à un match dans un tournoi. La manière qu'il s'est comporté également aussi a été dans le coup. C'est tout simplement que, évidemment, il n'a pas le niveau qu'il avait non plus. Il doit retrouver ses repères un peu sur un terrain également en simple. Semblait par moments que j'ai trouvé que c'était plus difficile. On le voyait que ça semblait pénible parfois physiquement pour Murray. J'ai certaines courses que je me rappelle les années précédentes, on se disait l'un des meilleurs sprinteurs sur le circuit, surtout pour se diriger vers l'avant. Puis on voyait Gasquet s'est amusé parfois justement à le promener sur terrain. Et avec raison, je veux dire, c'était la stratégie qu'il devait adopter. Il n'était pas là pour donner des faveurs à Murray dans les circonstances. Mais Murray, c'est tout de même bien tiré. On a encore vu des beaux flashs de tout son talent. J'ai quelques passings du coup droit justement en pleine course. Donc ça peut être que bon pour le tennis si lui est en mesure de poursuivre. Ouais. Même s'il a mentionné qu'il n'allait pas se diriger là, pour le US Open en simple, ce qui était déjà, on entendait déjà les échos un peu de son côté. Là, il ne veut pas trop pousser non plus pour son corps. Il n'a pas vraiment joué de match. Je pense que les organisateurs étaient évidemment prêts à lui accorder le fameux laissez-passer. Puis il l'a refusé. Il devait rendre une réponse avant même d'avoir joué son match contre Gasquet. Donc il était un peu dans le néant à savoir est-ce que ça va bien se passer. Est-ce qu'il était prêt à prendre ce risque-là? Je pense que s'il avait eu à prendre sa décision peut-être plus tard, ça serait peut-être revenu au même parce que Murray fait ça pas dans l'optique de terminer 2019, mais vraiment de se rehisser parmi les meilleurs au monde. Puis ça se fait pas en l'espace d'un mois. Là. C'est pas aux internationaux des États-Unis que ça va se concrétiser. Il faut vraiment qu'il aille dans une perspective plus qu'est-ce qui va se passer en 2020 et 2021 de son côté. Notre plus grand bonheur, c'est qu'il n'a pas la vision que c'est un sprint et qu'il veut tout simplement terminer sur un beau podium, une grande plateforme en fait, mais il voit plus comme un marathon pour poursuivre sa carrière. Ce n'est qu'encourageant pour nous. Donc s'il a déjà cette mentalité, on ne peut que se projeter et espérer que 2020 lui sourit davantage. Après cette opération à hanche qui semble véritablement lui avoir fait du bien. On écoutait ses commentaires d'ailleurs à Montréal et tu l'avais écrit d'ailleurs dans ton texte, on l'a mentionné dans le dernier épisode. Il semblait renouvelé par cette opération, il ne semblait plus y croire et tout d'un coup à cette petite lueur qui lui fait croire peut-être qu'il
peut justement espérer poursuivre sa carrière. Ce qui change complètement le discours avec ce qu'on a entendu en janvier. Ça me fait penser, tu as parlé du fait que pour ce premier match-là, Gaskell lui a servi quelques coups amortis au filet auxquels Murray n'a pas été capable de se rendre. Ben, la chose encourageante là-dedans, puis il l'a dit en conférence de presse, c'est que la raison pour laquelle il n'a pas été capable de se rendre, c'est qu'il lui manque certains automatismes à son jeu. Pas parce que sa hanche le fait souffrir comme c'était le cas durant la saison 2018. Là, c'était vraiment problématique. Les adversaires le faisaient courir, puis ça le faisait souffrir, puis rendu à la fin du match, il n'était plus capable de courir ces balles-là. Mais maintenant, c'est juste de retrouver justement ces sensations-là pour être capable d'aller chercher. On sait que Andy Murray couvre le terrain de manière fulgurante. C'est un des meilleurs joueurs défensifs que le circuit ATP a connu. Je pense que justement, comme bien des choses dans ce retour au jeu, ça va être une progression. Ça sera pas quelque chose qui va se faire dans l'immédiat. Exactement. Puis là, on regarde ce qui s'en vient d'ici le US Open. Ça va être vraiment avec Cincinnati pour suivre les préparations, puis voir si maintenant ce sera soit Djokovic, Federer ou un autre joueur tout simplement qui donnera la réplique à Nadal, mais Nadal, lui, pourra se préparer et attendre visiblement en regardant ce que ses adversaires vont faire cette semaine. Et c'est un repos tout à fait mérité pour l'Espagnol. Ouais. Puis ensuite, il y aura le dernier droit pour le US Open. On aura le temps et l'occasion d'en parler dans quelques semaines. Ben écoute, je pense que ça fait un super beau tour d'horizon de ce qui s'est passé dans l'actualité tennis dans les dernières semaines. Ça m'amène à vous recommander de nous écouter ainsi que tous les balados de RDS sur l'application iHeartRadio, ainsi que on est disponible sur Spotify, iTunes, Spreaker. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour le balado Compte de 8 de nos amis Francis Paquin et Adrien Meur. Si vous êtes un fanatique de boxe, c'est vraiment le balado à écouter. Je vous encourage fortement. Oui. Voilà. Pour le reste, on se voit bientôt. Il y a du tennis amplement sur nos zones à RDS. On vous suggère de regarder ça en compagnie d'Hélène Pelletier et Yvan Ponton. Pour le reste, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Max. Merci, Max. Bye, bon tennis à tous. Bye bye.